Donc, bonjour encore une fois. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui pour assister à ce webinaire intitulé Favoriser une croissance structurée et efficace avec l'approche Lean. Je me présente, Christian Aswad, je suis conseiller manufacturier chez STIC. Merci à nos deux invités d'être présents aujourd'hui. M. Patrick Landry, conseiller senior amélioration continue et coach performance chez ACPE, qui sont membres de STIC. Également, M. Stéphane Labranche, directeur général de EBM Laser, membre manufacturier de STIC. Juste un petit rappel, ceux qui c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, le déroulement. Donc, le webinaire va durer 1 heure. Je vais prendre au début 2 minutes pour très brièvement présenter STIC à ceux qui nous connaissent moins. Patrick nous fera par la suite une brève présentation de l'approche Lean. Et puis, par la suite, nous allons accueillir Stéphane Labranche pour qu'ils puissent tous les deux partager leur expérience quant à leur collaboration. Et enfin, à partir de 12h45, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je vous encourage fortement, à tout moment, d'utiliser la section en bas de votre écran QR ou Q&A en anglais pour poser vos questions. Puis, il me fera plaisir de les poser vers 12h45. Fait que simplement les écrire dans cette section-là. Pour finir, je vous rappelle, comme vous avez peut-être vu, le webinaire va être enregistré. Donc, d'ici une semaine, il va être disponible sur notre site Internet. Donc, très brièvement, notre association, le STIC, on est une association multisectorielle d'entreprises manufacturières québécoises. On a été fondé en 1987, donc ça fait bientôt 35 ans qu'on existe. Notre mission, très simplement, je peux résumer ça en 2 mots. Trouver et améliorer. Donc, trouver des fournisseurs, des clients, des partenaires et améliorer la performance, la compétitivité et l'efficacité de nos entreprises manufacturières québécoises. Comment on fait ça? Comment on fait pour trouver? Donc, on a une base de données quand même assez complète sur l'industrie manufacturière québécoise. Donc, on est capable de faire des référencements pour des occasions d'affaires. On fait aussi une vingtaine d'événements, des événements majeurs aussi à travers l'année et on fait des diffusions dans nos réseaux, dans notre réseau et dans nos bulletins. Au niveau de l'amélioration, c'est à travers nos séances de formation comme on en fait aujourd'hui. Aussi, on a des programmes d'amélioration dont le Podium Transport, l'Audi Industrie 4.0, entre autres. Et le Podium Transport comme tel, ça s'adresse à la chaîne d'approvisionnement du transport terrestre. Donc, comme ça a été effectué en fait par EBM Laser, qui fait partie de ce programme-là. Donc, j'invite les participants qui sont dans ce domaine-là à nous contacter s'ils veulent faire partie de ce programme-là. Fait que je ne prendrai pas plus de votre temps. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Patrick pour nous présenter son approche Lean. Donc, Patrick, à toi la parole. Peut-être juste peser sur... Oui, parfait. Voilà, ça, je trouvais la souris. Ça arrive. L'écran est blanc puis la souris est blanche dessus. Donc, bonjour, bienvenue à tout le monde et puis merci de venir écouter notre partage. Donc, merci à Christian pour la présentation. Comme Christian le mentionnait, moi, je suis coach de performance. Ça fait depuis novembre 2020 que je travaille avec EBM Laser, avec l'équipe de Stéphane. Puis justement, le but de tout ça, c'est de favoriser une croissance structurée et efficace avec l'approche Lean, comme ça le dit. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de passer à peu près juste une dizaine de minutes pour la présentation, puis laisser plus de temps pour les questions puis l'interaction. Donc, on commence. Donc, au départ, les objectifs de la phase 1, c'était, en fait, il y avait 5 objectifs, mais on va se concentrer sur 3 des objectifs qui étaient vraiment chez EBM, parce qu'il y avait un autre site sur lequel on travaillait aussi. Donc, les 3 objectifs ici, c'était d'aligner l'équipe de direction sur les objectifs de la compagnie et les aider à être plus proactifs dans leur rôle de direction. Ensuite, aussi de mettre en place des indicateurs de haut niveau là, pour l'équipe de direction, pour les aider à mieux gérer leurs divisions respectives.
Et puis aussi, et non le moindre, de mettre en place un comité d'amélioration qui aurait pour mandat d'établir puis de gérer des projets d'amélioration au sein de BM. Donc, on va parler de ces trois choses-là. Donc, quand on parle premièrement de l'alignement de la direction, ben, qu'est-ce qu'on a fait au début pour aligner la direction? Ben, excusez-moi, on a commencé par une cartographie générale du processus de l'entreprise. Donc, à partir du moment où on a une demande client jusqu'à la livraison, puis même après la livraison. Pourquoi on fait ça? Ben, on va en reparler tout à l'heure, en fait, parce que je vais vous montrer la cartographie, puis ça va nous aider à mieux comprendre pourquoi on commence avec ça. Ensuite, pour l'alignement de la direction, on a mis en place des indicateurs de performance. Donc, c'est, dans le fond, des choses qu'on peut mesurer pour savoir si on est capable si on gère bien nos objectifs. Donc, on en a mis en place pour les ventes, la production, la qualité et les finances. Et puis, on a aligné ça avec le plan stratégique de l'entreprise. On a aussi mis en place un nouvel agenda des rencontres de direction et des rencontres des opérations. Donc, les rencontres de direction, c'est une fois par mois. Des opérations, c'est toutes les semaines. Le nouvel agenda, dans le fond, c'était justement pour mettre plus d'accent sur les indicateurs, sur le suivi des actions, puis sur les plans d'amélioration. Et justement, on veut mettre plus d'imputabilité des résultats sur les résultats puis sur les actions correctives. Donc, à ce moment-là, rendre l'équipe de direction plus proactive de ce côté-là. Donc, on va rentrer dans un petit peu plus de détails. Donc, quand on dit la cartographie du processus global, donc c'est vraiment une cartographie générale. Et puis là, vous ne voyez peut-être pas, c'est des couloirs, là, des swim lanes qu'on appelle. Donc, on commence, ça commence avec on ne rentrera pas dans les détails de la cartographie, mais dans le fond, ça commence avec une demande de soumission ou une demande d'un client, puis ça finit par la facturation et le transport. Okay? Puis là, on a toutes les étapes, dans le fond, sans rentrer dans le micro-processus, parce que chacune de ces étapes-là pourrait être effectivement explosée pour avoir plus de détails. Mais ce que ça nous permet de faire, une cartographie comme ça nous permet d'identifier avec l'équipe, parce qu'on a fait ça avec l'équipe, les endroits où est-ce qu'il y a des problématiques. Donc, toutes les bulles rouges, il y en avait plus que ça, j'en ai laissé juste quelques-unes, mais toutes les bulles rouges, dans le fond, c'est des endroits où est-ce que l'équipe a identifié des choses qui étaient problématiques. OK? Fait que ça nous donne un aspect global là, de où est-ce qu'on a des problèmes. Puis en même temps, avec ça, on regarde aussi quels sont les endroits où on devrait mesurer certaines choses, où on a des indicateurs qui pourraient être pertinents. Parce que c'est sûr qu'on peut mesurer plein de choses, mais où est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis il y a des guides à suivre là-dessus. Donc, ça nous permet, en faisant cette cartographie-là, de définir des indicateurs potentiels à chaque étape. Et puis, on en a défini un paquet, sauf qu'ils ne sont pas tous en utilisation. On a choisi ceux qu'on voulait utiliser à la fin. Donc, je ne rentre dans pas plus de détails que ça pour la cartographie. Donc, ça, c'était pour l'équipe de direction. Maintenant, quand on parle du comité du processus pour le comité d'amélioration, en fait, le comité d'amélioration, c'est qu'on avait besoin d'une structure pour mettre en place des améliorations, puis il y a beaucoup d'améliorations potentielles, puis il y en avait beaucoup qui étaient déjà établies. Mais ce qu'on voulait faire, dans le fond, c'est ne pas les laisser tous avec la même personne. Donc, on s'est fait un processus. Comment est-ce qu'on travaille? On a formé un comité d'amélioration. Il y a des volontaires qui ont embarqué là-dedans. Et puis, encore là, ça commence avec l'employé. Donc, il y a une identification d'un problème, d'une opportunité. Le chef de service qui va valider que ça n'a pas déjà été mentionné ou qu'on n'a pas déjà quelque chose en place là-dessus. Ensuite, le comité d'amélioration va faire vraiment l'approche lean là-dessus. Donc, il va faire une revue initiale, un aller voir, définir un mandat, définir c'est quoi la problématique, faire une priorisation initiale de cette amélioration-là, déterminer qui devrait être impliqué.
quelle est l'échéance dans laquelle on doit faire ce projet-là? C'est-tu une semaine, c'est-tu 6 semaines, c'est-tu 3 mois? Et puis, on va finalement sélectionner les projets qu'on met en cours. Donc, on va vous expliquer aussi un petit peu comment est-ce qu'on priorise ces projets-là à un moment donné. L'analyse des projets sélectionnés, qui est l'étape 4. Ensuite, donc, on détermine c'est qui l'équipe qui va travailler dessus. Donc, ce n'est pas le comité d'amélioration qui va faire les projets. Dans le fond, on va chercher des gens, autant que possible, des gens de plancher, des gens de l'usine, des gens des bureaux, ceux qui sont les plus aptes à travailler sur ce projet-là parce que c'est eux qui sont impliqués dans ces processus-là souvent. Donc, on va regarder c'est quoi la stratégie à suivre pour faire ce projet-là, si on peut déterminer les causes racines des problèmes, puis aussi, comment on va mesurer le succès. Parce que c'est important de savoir, quand on avait un problème, ben, c'est quoi qu'on voulait régler, puis comment est-ce qu'on va savoir que le problème est réglé ou que les choses s'améliorent. Ensuite de ça, c'est l'équipe de projet, là, la case verte, c'est l'équipe de projet de se faire son plan d'action, de rentrer dans le tactique là, vraiment du projet, exécuter le plan, suivre les progrès, savoir est-ce qu'on a pris les bonnes actions, est-ce qu'on s'améliore. Puis ensuite, on valide les résultats, savoir si est-ce qu'on a résolu le problème. Puis si les résultats sont non concluants, faire des erreurs. Des fois, on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Il faut faire, c'est un peu un essai-erreur. Donc, action. Donc, un peu notre processus qu'on s'est établi au début avec le comité d'amélioration, peut-être avant, toujours quand même très bien, je dirais. Une étoile au comité d'amélioration pour avoir été Patrick, je pense que tu as un petit problème de connexion. Je m'excuse d'intervenir. Je ne sais pas s'il y a moyen de... Est-ce que tu m'entends? mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. C'est juste que ça a comme gelé à un moment donné. Là. Ça a coupé à un moment donné. Je ne sais OK. pas si tu as peut-être des connexions qui tournent en même temps. Peut-être les familles. J'ai vu quelque chose passer sur mon écran que ça mettait connexion instable. J'espère que C'est ça. ça va être réglé. Peut-être juste reprendre juste la dernière 2 minutes. Là, je vois que c'est juste pour OK. reprendre pour le bénéfice de tous, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est que dans le fond, quand on fait notre plan d'action, quand l'équipe dans la case verte, là, ça, c'est vraiment l'équipe de projet qui va faire les actions, suivre les progrès. Ensuite, la 6e étape, c'est de valider les résultats, vérifier que, bon, on a trouvé la bonne solution. Si les résultats ne sont pas concluants, on revient à la table de dessin, puis on se reprend parce qu'on a le droit de faire des erreurs. Des fois, on n'a pas toutes les réponses là, tout de suite. Il faut faire des essais pour savoir si on fait la bonne chose. Donc, c'est une boucle comme ça qui fait qu'éventuellement, on finit par régler le problème où on réalise l'opportunité qui était sur la table. Donc, juste pour vous donner un exemple, par exemple, quand on parle de mandat à la phase 3, OK, on fait un mandat de projet. Et l'importance de ça, c'est vraiment primordial parce que souvent, juste de bien définir le projet, juste de bien définir le problème, on voit qu'on peut, souvent, si on le définit bien, les réponses commencent à être plus évidentes. Donc, là, je pense que la copie que j'avais mise n'est pas tout à fait claire, mais la première chose, c'est qu'on fait on établit le contexte, l'énoncé du problème, de l'opportunité. On essaie de mettre des chiffres à l'appui là-dedans. C'est quoi la situation désirée? Quels sont les bénéfices sur l'entreprise si on fait ce projet-là? Et puis aussi, quel est l'effort qui va être requis pour faire ce projet-là? Donc là, j'ai mis un exemple qu'on avait, c'était
un projet d'améliorer la capacité soudure, en fait, d'augmenter la capacité de la soudure chez EBM. Puis finalement aussi, on se donne des indicateurs au bas de l'écran. Là, on se dit c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on veut impacter avec ça? Comment est-ce qu'on va mesurer le succès? OK? Fait que ce qui est à retenir dans ce slide-là, c'est vraiment de prendre le temps de bien définir le projet, prendre le temps de définir le problème surtout, prendre le temps de définir qu'est-ce qu'on veut comme résultat à la fin et puis comment on va mesurer le succès de notre projet. Après ça, bien, il faut prioriser ces projets-là. Donc, pour prioriser les projets, bon, on s'est fait en fait, on avait déjà un genre de barème, c'est une matrice de priorisation qu'on appelle. Et puis, sur 2 axes, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, là, mais il y a 2 axes principaux, dans le fond, c'est qu'on fait, on regarde l'impact sur les objectifs de la compagnie, donc sur l'axe des Y, là, pour ceux qui sont pas trop graphes, là, on peut regarder ici là, sur la gauche du graphique. Donc, il y a impact modéré en bas, impact élevé en haut. Donc, par rapport à si ce projet-là est jugé d'avoir un impact plus modéré ou un impact plus élevé, on va le placer dans cet axe-là. Puis aussi, la difficulté à réaliser qui est sur l'axe des X en bas, l'axe horizontal. Donc, est-ce que c'est facile, moyen ou difficile à faire en termes de ressources, en termes de temps, en termes des fois de faire des modifications à un système informatique. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ça nous aide à voir justement les projets à gain rapide là, qui sont dans la zone en bas, dans la petite zone en bas. Les perles qui sont dans l'impact élevé et puis qui sont relativement faciles à faire puis qui ont un impact élevé. Les opportunités à long terme, puis aussi les projets à éviter. Parce que si on ne faisait pas ça, des fois, on peut se retrouver avec des projets dans cette section-là qui sont assez difficiles à faire, mais dont l'impact n'est pas significatif pour l'entreprise. Donc, on les priorise toujours selon cette matrice-là pour voir lesquels. Et puis là, vous voyez, je pense que celui dont on va parler, là, le layout capacité soudure, là, il est ici et dans les opportunités à long terme. Donc, pour vous donner un exemple là, de ce projet-là, donc le projet-là, c'était d'augmenter la capacité soudure. Et puis, en fait, on rajoute des capacités de levage parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'attente était vraiment au niveau des ponts roulants, du levage. Donc, on rajoute 3 postes de soudure chez EBM. Et là, on fait le calcul, dans le fond, si on est à 75% efficace, on a une mesure, un indicateur sur l'efficacité du département. Fait que là, on s'est dit, on le prend à 75% pour l'instant. Là, on a les salaires aux bénéfices parce qu'en rajoutant 3 postes de soudure, c'est sûr qu'on a des salaires à payer aussi. Le potentiel de revenu net en ajoutant les 3 postes. Après ça, on se dit qu'avec cette nouvelle structure-là, on va rajouter 15% d'efficacité à l'ensemble du département de soudure. Puis, bon, avec les heures par semaine, le nombre de semaines par année, on s'est dit que le bénéfice potentiel combiné était de 326 000 okay, par année. Et c'est un projet quand même qui coûtait au-delà de 100 000. Là, je pense qu'on était à 130 000, quelque chose comme ça pour ce projet-là. Donc, il fallait faire cette analyse de bénéfices-là pour savoir. Et puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en 2021, on va aller chercher 50% de ce potentiel combiné-là, donc un total de 163 000. Donc, c'est juste un exemple d'une analyse qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on le place là, dans notre matrice. Donc là, on s'est dit comment est-ce qu'on va mesurer l'impact de ce projet-là. Donc, on va le mesurer en termes de temps perdu en attente de levage. Donc, on va mesurer le nombre en ce moment, on avait 40 heures de perdus par semaine là, dans le département. Pas 40 heures pour une personne, c'est 40 heures sur 8 personnes.
Et l'objectif, c'est d'avoir 0 temps de perdu en levage. Donc, c'est un gaspillage de temps, dans le fond, si on a des heures, des gens qui attendent pour le levage. L'efficacité du département de soudure, donc ça, c'est mesuré entre, en fait, c'est le ratio des heures payées sur les heures facturées sur les heures travaillées, dans le fond. Donc, les heures facturées sur les heures payées. Donc, on va aller chercher un gain de 15 % là-dedans. Et puis, on veut augmenter notre capacité de soudure là, de 270 heures semaine à 432 heures semaine. Donc, c'est des choses qui sont assez faciles à mesurer, puis on s'est mis ces objectifs-là parce que c'est ça qu'on va aller chercher avec ce projet-là. Donc, c'était un sommaire très rapide là, de l'initiative, de ces 3 objectifs-là. Et puis, je vais repasser la parole à Christian, que je pense qu'il va avoir des questions plus précises, peut-être, qui vont vous intéresser. Puis après ça, on va ouvrir à vos questions. Christian, je te repasse la parole. Parfait. Bien, merci, Patrick, pour cette belle présentation. Je ne sais pas si tu veux départager ton écran pour qu'on puisse se voir. Ça, oui. Bonjour, Stéphane. Salut! Ça va? Pas bien. Peux-tu commencer par nous présenter brièvement ton entreprise, EBM Laser, s'il te plaît, pour le bénéfice de notre auditoire? Ben oui, EBM Laser, ça a été fondé en 2001. L'entreprise comptait à cette époque 5 employés. Nous voilà 20 années plus tard, le groupe EBM Laser sont certifiés ISO, CWB, AWS, marchandises contrôlées. On compte à l'heure actuelle 100 employés, puis on prévoit d'en avoir entre 120 et 130 l'année prochaine. EBM Laser, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de métal en feuilles. Nous sommes en mesure de faire de la découpe laser, pliage, cintrage, usinage, soudure, peinture pour les produits de nos clients. Là, présentement, le portrait, c'est qu'on est en plein virage 4.0. Présentement, on a des cellules robotisées en découpe laser, en pliage, cintrage et soudure, continuellement en évolution. Puis, dans quelques mois, on va entamer le virage sans papier pour notre usine, puis l'automatisation de la comptabilité dans les bureaux. Puis tout cela, en s'assurant qu'on va garder la meilleure efficacité possible. Excellent. C'est-tu la première fois que vous entamez un processus d'amélioration, Stéphane? Non. Par le passé, on a structuré un comité d'amélioration. Durant ces années, on a toujours eu des employés qui étaient passionnés de ces comités-là. Dans le passé, ils ont toujours réussi quand même à améliorer le sort de l'usine, des collègues de travail, des processus, mais toujours en petit groupe. C'était toujours l'histoire de 4-5 personnes. Quand on est 15 employés, peut-être 4-5 personnes qui travaillent dans ce sens-là, ça a un effet. Mais quand on est rendu à 100, on s'est rendu compte que notre défi qu'on vivait là, avec notre croissance jumelée à notre orientation en automatisation, on devait s'assurer que l'amélioration continue. Ce n'était pas juste le comité de direction, mais que ça extrapole à l'ensemble de nos employés. Excellent. Explique-moi un peu comment l'approche a été différente cette fois-ci par rapport à ce que vous avez eu dans le passé quand vous étiez un plus petit groupe, là, comme tu disais. J'ai sorti peut-être 4-5 points vraiment, ce qui a fait la différence l'année dernière. C'est sûr que le COVID nous a permis, ça a fait comme une petite pause, ça nous a permis de prendre le recul nécessaire et de réorienter notre stratégie. Donc, on a profité, on a fait un diagnostic avec Podium Transport. Avec le rapport détaillé sur nos forces et nos faiblesses, ça a permis au comité de direction d'établir clairement les priorités des gestes à poser pour soutenir notre croissance et notre orientation. Jumelé à ça, le support du STIC dans la recherche d'externes pour nous assister dans notre projet. Je dois souligner les 2 firmes externes que nous avons retenues. Puis le plus important, c'est l'implication de notre comité d'amélioration qui est dévoué. Excellent. Dis-moi donc comment ça s'est passé, comme les étapes, là, le nombre de rencontres que vous avez eues, l'expérience en général, là, comment ça a été? Là? On a fait notre choix. Ça a été,
on a eu du référencement, on a cédulé le comité de direction, c'est eux autres qui étaient le comité de sélection. On a passé en entrevue. Il faut faire notre choix, ça a été à 3 entrevues qui ont été nécessaires pour valider vraiment là-dessus. Puis je te dirais, les points qu'on s'est vraiment basés, c'était vraiment l'expertise de l'entreprise, le référencement client, mais aussi un élément qui est très important, il fallait que le comité de direction ait un bon fit avec ces firmes-là. Donc, c'est lors des analyses, tout le kit, le bon fit qu'on a eu, on a choisi ACPE pour nous aider à mieux structurer, outiller notre comité d'amélioration puis aligner l'équipe de direction. ACPE, en plus, il a formé notre première ceinture verte, qui est déjà même en processus d'aller chercher sa ceinture noire. Puis il nous assiste beaucoup dans le coaching, parce que c'est bien de le partir, mais il faut assurer une continuité. Donc, ACPE assure le coaching à quelques journées par mois avec notre comité d'amélioration. Okay. Combien de rencontres que vous avez eues en tout, là, es-tu capable de dire là, combien d'heures vous avez passé dessus, combien de rencontres? Ou, En heure, là, c'est sûr qu'on prend un groupe, on est 5 personnes sur notre comité de direction. Là, fait que je vais y aller individuel, vous ferez la multiplication. Vous devez être tous forts en maths, là, mais je dirais là, que le comité de direction a vraiment pris ça au sérieux. Là, puis on a au moins passé une 40aine d'heures juste pour s'assurer quel bon joueur avec qui on allait travailler. mais je parle en termes, une fois que vous avez accepté là, ACPE, je parle une fois que le mandat d'ACPE est donné, combien d'heures vous avez passé avec eux autres? C'est pour savoir un peu, c'est quoi ça prend comme investissement de temps? Et, c'est sûr que c'est à différents paliers. Nous, on s'est assis la haute direction avec ACPE, ça a peut-être pris, avec les suivis, une 20aine d'heures tout le long du projet. Mais ensuite de ça, c'est les équipes de travail. Hein. C'est le comité d'amélioration. Il y a eu un peu de la section comité de direction. Mais Patrick, peut-être tu pourrais me corriger, mais somme toute, Patrick doit avoir passé 200 heures, Patrick, ici? Moi, je dirais que c'était, en fait, les 4 premiers mois, c'était 3 jours semaine que je passais avec EBM. Donc, on peut faire le calcul là-dessus. Et puis après ça, depuis 4 mois, là, c'est plus en soutien des projets en attendant une deuxième phase là, qu'on va faire en septembre. Donc, là, depuis 4 mois, c'est plus de l'ordre de peut-être 2 jours par 2 semaines. Là. OK. On peut faire le calcul des heures avec ça. OK. Fait que ça prend quand même un certain investissement en termes de temps. C'était quoi les résultats, Stéphane, que vous avez eus? Là? En quoi que ça vous a été finalement l'approche ligne utile et bénéfique? Si tu peux résumer ça. Ça a vraiment permis au comité d'amélioration et au comité de direction vraiment passer à un autre niveau, vraiment en gestion. L'instauration des indicateurs, restructurer l'ordre du jour, la manière qu'on traitait cet ordre du jour-là, la manière je veux dire de même, là, avant, on faisait de la gestion, mais beaucoup avec le feeling, qu'est-ce qu'on attendait, mais jamais, pas toujours sur des données très fixes. Là, on est vraiment cartésien, on a des données, on a des indicateurs. Si mes ventes ont un problème, ça part, je le sais. Si ma production, elle l'est, je le vois. On est capable vraiment facilement cibler nos problématiques. Donc, on passe, notre temps est plus efficace, justement, à résoudre les problèmes qui sont. Au lieu de penser peut-être que c'est ça. Vous avez sur quoi vous appuyer. Patrick, de ton côté, c'était quoi la problématique chez EBM Laser? Là? Pourquoi vous avez décidé comme d'améliorer l'alignement de l'équipe de direction, d'implanter un comité d'amélioration? Bien, ces objectifs-là avaient été mis en place. C'était des recommandations du STIC, là, du diagnostic qui avait été fait de Podium Transport. Okay. Donc, il y avait ces objectifs-là en place déjà avant qu'on commence. Okay. Mais je dirais que si moi je le regarde avec mon œil d'externe qui est arrivé après ça, c'est qu'il y avait déjà des projets d'amélioration chez EBM. Hein. Il y avait déjà des choses qui étaient identifiées, sauf que c'était concentré autour de juste 1 ou 2 personnes qui essayaient de gérer ça.
Donc, ce qu'on avait surtout besoin, c'était de les structurer, de les prioriser, puis d'impliquer d'autres personnes. Parce que l'approche Lean, dans le fond, c'est vraiment d'essayer d'impliquer un maximum de personnel de l'entreprise. Lean, ça marche toujours mieux. L'objectif de Lean, c'est dans le fond, c'est que tout le monde vive cette culture-là, puis que tout le monde puisse participer à l'amélioration. Donc, c'était une façon de cascader ça, de prendre ça et de cascader ça à travers l'entreprise. Puis justement, je vous pose la question à vous deux, Patrick, Stéphane. Tu parles de mobiliser l'équipe, puis vous avez parlé aussi des volontaires. On est dans un contexte où est-ce que, on manque de ressources, tout le monde court après tout. On est après les opérations. Comment vous avez fait pour mobiliser cette équipe-là puis avoir des volontaires, justement, là? Je pose la question à vous deux. Ben, moi, je dirais, nous, on avait établi 2 ingrédients nécessaires à la réussite de ça. C'était justement la mobilisation des équipes et une solide structure et méthode de travail. La structure et méthode ACPE nous a grandement aidé là-dedans. C'est vraiment leur spécialité. Côté mobilisation, on s'est... L'Impact, ça a été une autre entreprise qui s'appelle Synecdo. C'est une démocratisation des connaissances d'affaires. Les employés, peu importe leur bagage, leur rôle dans l'entreprise, ils apprennent les fondements de la création de la valeur à l'entreprise. Ils apprennent à mesurer par eux-mêmes l'impact de leur travail, puis comment éliminer ce qui nuit vraiment là, dans le processus de travail. Comme ça, ils pilotent eux-mêmes des améliorations, ils mesurent eux-mêmes la valeur et le retour sur l'investissement d'une décision, ils sont capables de nous communiquer clairement l'impact de leur décision. Juste vous donner un exemple qu'on a fait avec cette approche a permis aux ventes de pallier à la perte de 2 employés récemment, je dirais durant les 3 derniers mois. Puis ce remplacement-là a été carrément fait par le gain d'efficacité seulement. Donc, on n'a pas eu besoin de remplacer ces employés-là, on a gardé le même rythme. Mais pour ce faire, je voudrais juste souligner qu'il faut une réelle volonté de l'entreprise à faire confiance à ses employés. Ça fonctionne. Donc c'est venu d'en haut. Le comité de direction, ils ont fait confiance aux employés. Ça a comme motivé les employés à embarquer. Il n'y a pas eu de réticence de la part des employés de plancher de production, parce que là, je vois que vous avez impliqué pas mal tout le monde. Là. Je comment pense vous... que... Ouais. Peux-tu rajouter quelque chose sur ton commentaire, Stéphane? Vas-y. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que l'équipe ici, une équipe, probablement, elle se mobilise d'elle-même quand elle comprend qu'il y a un besoin pour le changement. Okay? Donc, c'est toujours la première chose à faire, c'est que l'équipe doit comprendre qu'il y a un besoin pour le changement. Puis c'était déjà le cas chez EBM. Il y avait déjà beaucoup de gens qui se disaient, bon, il faut qu'on change, il faut qu'on améliore les choses. Puis je pense que si on rajoute à ça une bonne communication de la vision, de dire, c'est par là qu'on s'en va, c'est ça nos objectifs cette année, puis de donner les moyens aux employés de pouvoir être plus autonomes, comme on a fait avec l'équipe de direction, puis d'être plus proactifs là, avec les indicateurs, avoir les vrais, participer aux décisions. Je pense qu'avec ça, puis aussi une écoute réelle des douleurs des gens, parce que quand des fois les gens travaillent dans un milieu qui est frustrant parce que le processus n'est pas idéal, où il y a des choses qu'ils sont obligés de faire, qui savent que c'est des pertes de temps. Donc, si on a une écoute réelle, si la direction a une écoute réelle, puis qu'on adresse ces problèmes-là, je pense que la mobilisation, ça se fait d'elle-même aussi. Là. Donc, ça contribue beaucoup. Donc, si je comprends bien, les employés étaient déjà sensibilisés. C'est venu des employés, j'imagine, de plancher de production qui ont il y avait des problématiques, donc il n'y avait pas eu de difficulté à embarquer. Puis il y a une écoute active de la part d'un comité de gestion ou de la direction qui ont transmis aussi leur vision en tant que telle. Fait que c'est un peu ça ce que vous me dites. Ouais, on parle aussi des employés de bureau, surtout aussi. Les employés de plancher, ça va être comme dans la prochaine phase. On les a déjà impliqués beaucoup dans des comités d'amélioration aussi, là, qui sont au niveau du plancher, puis au niveau des non-conformités, puis des choses comme ça. Mais les employés de bureau aussi, il y avait des processus aussi qui savaient qu'ils voulaient améliorer, mais il n'y avait pas la structure ou la façon de le faire. Donc, on leur a donné juste les outils pour faire ça. Puis ça les mobilise déjà beaucoup.
Excellent. Stéphane, je suis certain qu'il y a peut-être des choses qui ont peut-être, là, on parle des choses qui ont bien fonctionné. De ton côté, dis-moi donc, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné là, pour le bénéfice de l'auditoire, puis que des leçons un peu apprises. Je sais que ça fait pas longtemps, là, mais... Ben, je dirais, moi, ce qui a moins bien fonctionné, je dirais d'avoir la même synergie entre nos 3 sites, nos 3 usines. Ça a été un défi, mais je pense que c'était normal parce qu'on a vraiment axé nos efforts sur la maison mère, tout ça. Mais présentement, on est en train de déployer les mêmes efforts pour nos 2 autres unités. Fait que je dirais que ça a été peut-être une difficulté. Est-ce qu'on aurait pu peut-être passer à côté? Peut-être. C'est fait, c'est fait. Mais l'avantage qu'on a, ben, la maison mère, on a vraiment une bonne structure, on a confiance, on la voit aller, puis on la voit vraiment évoluer à vitesse grand V. Donc, le déploiement va être vraiment plus simple à faire probablement de cette manière. Mais je te dirais, c'est peut-être la chose que je vois qui a le moins bien fonctionné. Pour le reste, je dois dire chapeau à l'équipe. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est comme les autres divisions, ils ont peut-être moins embarqué. C'est une question de communication, une question qu'ils ne voyaient pas que c'était... Ben, je pense que c'est une question un peu aussi de leadership. C'est sûr que la maison mère, nos leaders forts sont pratiquement tous là. On a 2 autres unités à l'externe de l'entreprise. On a une qui est située à Val-Alain, puis l'autre est à peut-être 1 kilomètre d'ici. Donc, c'est probablement la distanciation puis un peu le leadership. Ça, on l'a vu, parce que quand on a un leadership fort, c'est beaucoup plus simple. Mais regarde, on est en train de déployer les mêmes efforts justement pour faire un copier-coller parce qu'on veut vraiment uniformiser tous nos processus à grandeur du groupe. OK. Fait qu'ils se sentaient peut-être un peu moins impliqués aussi là, de leur côté. C'est peut-être ça. OK. Patrick, de ton côté, là, avant d'entamer une approche comme ça, Lean, c'est quoi les données de base que tu as besoin là, pour commencer à travailler là, pour que ça fonctionne bien? Je ne sais pas si c'est les données, c'est peut-être des conditions de base, mais OK. on passe beaucoup de temps au début à expliquer les bases du Lean, dans le fond, parce que les bases du Lean, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit compris, non seulement de la direction, mais de tous les employés. Fait qu'on passe beaucoup de temps à expliquer, c'est quoi les gaspillages, c'est quoi, pourquoi on a besoin de faire ressortir les problèmes. C'est quoi? Puis la transparence aussi qu'il faut dans. On ne peut pas avoir des choses qu'on ne peut pas dire à nos employés. Il faut se donner aussi le droit à l'erreur. Donc, toutes ces choses-là, c'est peut-être pas naturel au début. Donc, il faut les communiquer à l'ensemble de la compagnie at large, là, vraiment pour avoir la bonne atmosphère, disons, avoir la bonne. C'est pas une culture encore, parce que la culture, ça prend plus de temps à changer, mais juste avoir la bonne base pour être capable de mettre en place les choses. Parce que si on commence à mettre en place des indicateurs, puis je l'ai déjà fait dans le passé, j'ai déjà eu cette expérience-là, ça fait plus que 20 ans que je fais mon métier, où est-ce qu'on met en place des indicateurs, puis des choses, puis c'est mal communiqué, les gens peuvent voir ça de façon négative, réagir en cachant des choses, essayer de ne pas se faire pointer du doigt. Puis si le leadership ne comprend pas aussi qu'il faut de la transparence, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher. Donc, ça prend une bonne compréhension de tout ça là, avant de commencer une approche Lean. Il y a une certaine formation qui a été donnée, j'imagine, sur c'est quoi les aspects de base là, sur la culture Lean ou sur la façon de réagir d'une façon plus productive. On a eu des rencontres, effectivement, pour expliquer c'était quoi les gaspillages. On a eu des rencontres avec les chefs d'équipe pour expliquer la dynamique, qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait impliquer plus de monde dans l'amélioration, tout ça. Fait que oui, on a fait ça. OK. Et aussi, j'ai remarqué dans ta présentation, bon, au niveau de la priorisation, tu avais tu l'as bien expliqué, là, les projets qui sont plus faciles à réaliser, qui ont plus d'impact. Tu sais, j'ai remarqué, par exemple, là, il y a des projets qui sont en attente, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, là, dans ton code de couleur, comme par exemple l'optimisation de la programmation. Ça a été un, si je me rappelle bien, qui était beaucoup d'impact, mais facile à réaliser. Par contre, il était en attente versus d'autres projets là, qui étaient en cours de réalisation. Pourquoi vous avez décidé d'y aller comme ça? Oui, dans le fond, c'est que là, on a un graphique en 2 dimensions. Hein. On a un graphique, premièrement, qui montre l'impact sur l'entreprise, puis la difficulté à réaliser. Mais en fait, il devrait y avoir 4 dimensions au moins là-dedans. On devrait avoir peut-être
troisième au moins, là, la troisième dimension, c'est le timing de l'initiative. C'est la capacité de le réaliser à quel moment. Des fois, on n'a pas les ressources disponibles. Par exemple, si c'est un projet qui implique les TI, puis que les TI, c'est la fin de l'année fiscale, puis qu'ils sont vraiment débordés, on ne commencera pas ce projet-là tout de suite. On va attendre que les TI soient plus disponibles pour faire ces projets-là. Donc, ça, c'est une des dimensions. Puis la dernière, on regardait l'impact sur l'entreprise, sur les résultats de l'entreprise, mais aussi, il faut regarder l'impact sur le bien-être des employés. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont juste des frustrations, puis qui vont quand même passer devant. Soit ça peut être la santé, sécurité, ça peut être juste la frustration aussi de travailler de façon, même si ça n'a pas un gros impact sur l'entreprise comme telle, ça a un impact sur le moral des gens d'arranger certaines choses. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte, là. OK. On a, chez ACPE, on a une autre matrice, dans le fond. On a un genre de barème plus élaboré là, où est-ce qu'on peut mettre des chiffres dedans, tout ça. Puis si c'est santé, priorité, santé, sécurité, ça passe devant, puis tout ça. Puis on ne l'a pas utilisé, celle-là, mais il y a des façons, mettons, plus cartésiennes même encore, là, de mettre des chiffres là, sur les opportunités d'amélioration. Mais il ne faut pas oublier les deux dernières dimensions que j'ai mentionnées aussi. Fait que dans le fond, il y a comme deux dimensions qu'on n'a pas vues dans ton graphique que vous avez tenu compte là, en termes de ressources, disponibilité de ressources, puis aussi, comme tu dis, là, que ce soit, des fois, c'est des projets qui sont peut-être frustrants. Le but, j'imagine, c'est de faire des petits gains pour motiver les troupes pour qu'ils en fassent d'autres, dans le fond. Là. C'est ça, justement aussi, c'est de trouver des choses qui vont donner des résultats puis qui vont encourager à en faire plus, hein, parce qu'on est tous humains. Fait que on a beau regarder les chiffres, mais c'est des humains qui travaillent derrière là, dans cette entreprise-là. Donc, le plus gros gain qu'on peut avoir, c'est la mobilisation des employés. Je comprends. Stéphane, rapidement, je sais qu'on en a parlé peut-être un peu moins, mais je sais que la gestion des matières premières, c'était un défi pour EBM Laser. Pourrais-tu un peu nous en parler de cette problématique-là? Parce que je pense que ça peut toucher plusieurs de notre auditoire. Bien, ce que je l'ai dit, hein, il y a 20 ans, il y avait 5 employés. 20 ans plus tard, on est rendu à 100 employés. Donc, l'évolution du marché a fait en sorte que nos inventaires ont vraiment explosé. Les différentes sortes de matériaux ont pratiquement quadruplé. Notre méthode d'entreposage qu'on avait n'est plus adéquate pour ce type de volume. Puis tout ça, ben, ça venait affecter directement l'efficacité dans notre département des coupes laser. Puis ça venait mettre une turbulence inutile pratiquement là, sur la moitié de l'usine. OK. Puis Patrick, de ton côté, je sais que dans ton graphique, c'était un peu, tu l'as mis un peu, il y avait comme une certaine difficulté. Explique-nous en quoi c'est difficile. Bon, en tout cas, c'est quoi la difficulté là, pour réaliser ce projet-là en tant que tel? Bien, le projet des matières premières, c'était un gros projet qu'on a pris. Et puis, au départ, c'était de gérer, de mieux structurer les matières premières dans l'usine pour qu'on cherche moins les matières premières, pour que surtout le département de laser soit plus efficace. Mais quand on a commencé à regarder ça, on s'est dit aussi, bien, il faut inclure tout. Quand on regarde les matières premières, il faut inclure tous les processus, les étapes qui sont en amont, puis en aval de ça aussi. C'est-à-dire les achats, parce que les matières premières, ça commence quand on les achète. Les livraisons, quand est-ce que les livraisons arrivent? Comment est-ce qu'on décharge les matières premières? Donc, le processus de déchargement, déjà, c'est un processus qu'on a regardé là-dedans aussi. Et après ça, il faut regarder aussi comment est-ce qu'on gère l'après-production, les retails, les choses comme ça. Fait qu'on a un projet ou un satellite de ce projet de matières premières-là qui est la gestion des retails. Fait que ça inclut tout, là. Ça inclut toutes ces choses-là. Donc, c'est un processus c'est un problème qui est plus complexe là, que juste gérer les matières à l'intérieur de l'usine. C'est pour ça que c'est complexe. C'est un problème qui va demander des... On a fait l'analyse en ce moment. Là, c'est plus au niveau des ressources. On a besoin des ressources pour faire ça. Puis, comme on a une grosse production en ce moment, chez EBM, il y a beaucoup de demandes en ce moment. Donc, on ne peut pas se permettre en ce moment de mettre les ressources là-dessus. On a trouvé des façons de
de peut-être compenser pour ça là, durant l'été. On est en train d'essayer de faire ça pour réaliser ce projet-là. Mais il y avait beaucoup de planification. OK, donc ça implique plusieurs ressources. Écoutez, le temps passe vite. Là, on est déjà à la période de questions. Il est un peu plus que 12h45. Fait qu'on va commencer à prendre les questions. Je vous invite à l'écrire dans la section Q&A ou Q&A en anglais. J'ai déjà des questions. Première question, c'est comment vous avez géré la gestion du changement, surtout au niveau des employés? Stéphane, je pense que c'est plus s'adresse à vous, là. C'est un peu ce que je vous disais un moment donné. Synecdo, c'est une approche qui vient vraiment impliquer l'employé dans l'entreprise. Puis le meilleur moyen d'impliquer le changement, c'est d'impliquer directement tes employés. L'employé doit être partie prenante de la solution. Si l'employé est partie prenante de la solution, vous venez de vous assurer que ça va être un succès quand on va le déployer. Avant, dans le passé, l'erreur qu'on faisait, le comité décidait une orientation, puis on l'imposait. Puis bien souvent, en haut de notre bureau, on ne vit pas les problématiques de plancher. Il y a un paquet d'affaires qu'on n'avait pas pensé. Fait que, en les impliquant à la base, pour être partie prenante de la solution, c'est le même que nous, on a résorbé là, cette question-là. OK. Donc, les impliquer. Une autre question de Mme Vanessa Poulain. Est-ce que ça prend un responsable Lean dans l'entreprise? Puis est-ce que c'est-tu une tâche à temps plein dans l'entreprise? Moi, je pense que c'est plus que nécessaire. Nous, on est en train de faire l'évolution de la transition. C'est sûr que si je regarde présentement, ce n'est pas une tâche pleine. On essaie de faire environ une demi-tâche vraiment en comité d'amélioration. D'autres gens qui vont avoir des demi-tâches ou des quarts de tâches au travers de ça. Mais c'est sûr que l'objectif final, c'est d'avoir quelqu'un vraiment plus à temps plein. Plus qu'on va passer de l'énergie à améliorer le sort et le processus de l'entreprise, plus qu'on va en bénéficier. Fait que là, si je regarde notre processus actuel, on est environ là, une tâche de 50 %, mais l'objectif, nous, chez IBM Laser, c'est vraiment qu'elle soit à 100 %. OK. Donc, le but, c'est d'avoir quelqu'un à temps plein là, pour faire ça. Bien, vous allez voir, ce qui est le fun avec toute cette structure-là, nos employés nous parlent au même titre que nous, on va parler de notre banquier. Ils vont arriver avec des projets, ils sont structurés, ils ont regardé en tous les tuiles, sont arrivés chiffrés. Voici le geste qu'on veut poser, voici ce que ça va coûter, voici les efforts que ça va impliquer, puis voici le payback, puis voici dans combien de temps qu'on pense de pouvoir entrer dans notre argent. Fait que c'est sûr, pour nous, les gestionnaires, quand on se fait parler de même, c'est un langage qui est très simple à comprendre. Puis en plus, ils ont des super bons outils. Puis l'important, c'est ça, c'est de savoir comment se mesurer là-dedans. Pour vraiment venir savoir est-ce qu'on atteint l'objectif. Je peux juste rajouter un petit quelque chose là-dessus. C'est pas tellement le temps à temps plein ou à temps partiel, ça dépend vraiment de la grosseur de l'entreprise, là. Mais c'est surtout d'avoir quelqu'un qui a les ressources, qui a les outils, qui est outillé pour pouvoir orienter les projets, parce que il va en avoir, il y a des gens qui vont vouloir en faire, mais s'il y a une personne qui est au moins ceinture verte dans l'entreprise, je pense que ça aide beaucoup là, à mieux structurer l'amélioration. OK. Là, on a d'autres questions. Roger Leclerc, M. Roger Leclerc, comment est assurée la pérennité des actions d'amélioration? Comment s'assure, dans le fond, là, que ça va rester? C'est pas genre, ça je sais, là, c'est une de mes. Que ça ne va pas partir là, avec le temps. Là. Que, au début, c'est le fun, là, tout le monde est motivé, mais qu'éventuellement, on rentre dans nos opérations et qu'on oublie ça. Bien, ça, je pense qu'à la base, ça passe par la rigueur des gestionnaires. La rigueur, pas la rigueur de pousser l'équipe, mais la rigueur de nos suivis. On instaure des indicateurs, il faut les suivre, il faut poser des questions, il faut être proche de son comité d'amélioration, savoir qu'est-ce qui se passe, les encourager. Fait que, ça, je pense, on l'a dit un moment donné à la base, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la tête dirigeante de l'entreprise. C'est nous qui donnons le tempo, c'est nous qui allons démontrer à nos employés, à leurs yeux, c'était vraiment important ou pas. Si vous partez un comité d'amélioration, vous ne les soutenez pas, vous les laissez aller, vous ne les suivez pas, ben, je peux déjà vous confirmer que ça va être un échec. C'est juste une question de OK. Ouais.
Puis, justement, il y avait une autre question ici. Est-ce que le comité de direction, il valide les résultats des changements de façon assidue? Je vous dirais que pour ceux qu'on a fait, les quickies, oui. Là, on a des plus gros projets. Là, on est plus dans le phase du déploiement. Donc, oui, on regarde les budgets, les temps loués, la cédule qu'ils ont fait, est-ce qu'on rentre dedans? Ça arrive des fois que les équipes, l'équipe d'amélioration ont des problématiques avec l'échéancier, tout ça. Donc, on s'implique justement à trouver des solutions avec eux autres. Mais je dirais que les gros projets, comme exemple, à la soudure qu'on a parlé tout à l'heure, c'est un investissement d'au-dessus de 100 000. Oui, on le suit de très près. Excellent. Il y a une autre question, M. Bruno Brival. Il revenait un peu, je pense, à l'attention, tantôt la question d'avoir quelqu'un dédié pour le projet d'amélioration. Est-ce qu'il dit, est-ce que le profil peut être un responsable qualité au sein de l'entreprise? C'est celui, normalement, qu'on va aller chercher là, pour être… C'est une opinion. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je vais vous donner mon opinion. Je ne pense pas, non. Qualité doit être vraiment axée sur la qualité de l'entreprise, sur corriger les non-conformités d'entreprise, trouver des actions correctives, des méthodes d'affaires. Juste ça en soi, c'est une tâche vraiment à temps plein. Mais le responsable qualité va pouvoir s'appuyer sur son comité d'amélioration justement sur des non-conformités récurrents pour les aider avec leur structure à trouver des solutions aux problèmes. Nous, c'est le merge qu'on a fait. Parce que si vous embarquez contrôle, je ne sais pas, il y a des entreprises, peut-être le contrôle qualité, c'est 10 heures par semaine, mais ici, c'est une job à temps plein, le directeur qualité. Donc, c'est vrai que ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Des fois, il y a un besoin de quelqu'un qui fait juste la qualité. La qualité, c'est sûr que ça rentre dans les objectifs d'amélioration continue. Hein. On commence toujours par contrôler notre qualité avant de contrôler notre productivité parce que sinon, on fait juste faire des défauts plus vite. Mais moi, je l'ai vu dans des plus petites entreprises où est-ce que la personne qui était assignée à la qualité était la bonne personne. Mais encore là, ça revient plus à assigner la personne qui a vraiment cette fibre-là là, de vouloir faire de l'amélioration. Puis c'est pas forcément la même personne qui fait la qualité. Ça peut l'être. OK. Une autre question ici de M. Michel Cossette. Est-ce que tous les employés ont reçu la formation en ligne? Non, pas pour l'instant. Là, j'ai plusieurs phases à ce projet-là. Là, on a commencé vraiment à créer le comité d'amélioration. On a réaligné le comité de direction et on a quelques employés qui ont été formés, qui ont fait autant la formation lead que la formation Synecdo. On a vraiment l'intention de le faire à 100% de nos employés pour avoir un standard. Puis, on s'est donné comme objectif en 2021 qu'on ait au moins donné ces 2 formations-là à l'ensemble de nos employés. Okay, parfait. Une autre question. Ouais, vas-y, est-ce que tu voulais intervenir? C'est important justement que tout le monde dans l'entreprise ait au moins une initiation là, aux lignes, puis d'avoir quelques personnes qui sont un peu plus expertes, là, qui ont fait soit une ceinture verte ou même une ceinture noire là, pour être capable d'aligner, mais que tout le monde comprenne les principes, c'est important. OK. Une autre question de M. Guillaume Moreau. Si vous avez la chance de commencer vos démarches en sachant ce que vous savez en ce moment, là, c'est quelque chose que vous feriez différemment? Peut-être Stéphane? Prêt. Cette question-là, on me l'a posée, puis je n'ai pas encore trouvé la réponse parce que c'est sûr, dans la vie, on peut toujours vivre dans le passé, j'aurais donc dû. BBM, on n'est vraiment pas de même. Oui, ça a été difficile, tout ce qu'on a fait, parce qu'on a tout fait ça dans une croissance. On vit une croissance entre 30 et 40% présentement chez EBM Laser. Quand même. Mais l'équipe a quand même réussi à livrer, peut-être avec 2 mois de retard sur notre échéancier, que je trouve que c'est plus que convenable vu les circonstances. Fait que c'est difficile pour moi de revenir dans le passé et dire « Ah, ça, je le ferais différemment ». J'assume ce qu'on a fait. Je trouve qu'on a fait un beau travail. Fait que je ne change rien. Change rien. Parfait. D'autres questions? Je sais que tantôt, il y avait quelqu'un qui nous a posé la question, c'était quoi l'événement déclencheur?
parce qu'elle disait qu'elle a manqué le début de la présentation. Qu'est-ce qui a déclenché toute cette étape-là là, d'amélioration? Ben, c'est comme j'avais dit à la base, avec le rapport de diagnostic transport, podium transport, excusez-moi. Oui, c'est Podium Transport. Avec les résultats, on a pris un peu on a pris ce rapport-là avec notre plan stratégique, où est-ce qu'on s'en allait. On savait, on avait déjà prévu qu'on allait se taper une croissance de 30 à 40 cette année. Notre premier trimestre est fait, puis on est comme, je pense, c'est 4 ou 5 au-dessus de cette croissance qu'on avait déjà prévue. Fait que c'est sûr que quand on a fait l'analyse stratégique, on voyait un peu toutes les faiblesses de l'entreprise par rapport, puis ça l'a ressorti. Fait que si on voulait s'améliorer, il fallait passer vraiment par un comité d'amélioration qui était solide, structuré, efficace, d'emboîter tous les employés là-dedans, puis qu'on ait un alignement avec le comité de direction. Excellent. Une autre question, Isabelle Tremblay, elle a manqué l'information. Elle voulait savoir combien d'employés dans votre entreprise. Peux-tu répéter, Stéphane, s'il te plaît, pour le bénéfice? Présentement, on est 100 employés. Parfait. On en prévoit 120, 130 l'année prochaine. Les démarches sont déjà faites et il faut attendre après le processus d'immigration. Je sais qu'aussi, il y avait une autre question du monde qui ont manqué le début de la présentation. Il parlait d'avoir les slides du PowerPoint de Stéphane, de Patrick, excuse-moi. Je vous rappelle que c'est enregistré. Donc, d'ici une semaine, vous allez avoir accès à l'ensemble de ce webinaire-là sur notre site Internet. Donc, je vous invite à consulter notre site d'ici une semaine. Donc, vous allez avoir la présentation PowerPoint plus les discussions. Fait que, pour ceux qui ont posé la question. Justement, il nous reste quelques minutes. Patrick, dis-moi donc, pourquoi c'est important d'avoir une bonne cartographie des processus et les bons indicateurs de performance pour les entreprises? Moi, je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est toujours important de commencer par une cartographie parce que souvent, les gens ne comprennent même pas vraiment le processus dans lequel ils travaillent. Puis, c'est un peu c'est révélateur quand on commence à cartographier puis que les gens, des fois, ne s'entendent même pas sur le processus. On voit qu'il y a des choses qui sont problématiques déjà là, parce qu'on ne suit pas le même processus. Donc, déjà, juste pour s'entendre sur la façon de faire les choses, c'est important d'avoir une bonne cartographie. Puis à chaque fois qu'on regarde, mettons, une petite partie du processus, mettons qu'on regarde le processus des ventes ou on regarde le processus de production, bien, c'est la même chose. On va aller détailler un petit peu plus, puis on va s'entendre, puis on va trouver des choses là-dedans qui ne sont pas standards ou des conceptions qui sont différentes selon la personne qui fait le travail. Fait que ça, c'est important de tous comprendre la même chose, de tous comprendre la façon de travailler. Les indicateurs, ce que ça sert, on ne peut pas gérer juste avec des indicateurs, mais les indicateurs, ce que ça sert, c'est de mesurer les choses qui sont importantes puis qui nous aident à rester alignés avec notre plan stratégique. Parce que si on se donne des objectifs à 1 an, 2 ans, 5 ans, bien, il y a des choses là-dedans qu'on doit mesurer, puis il y a des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs lagging, là, des indicateurs de finalité, puis il y a des indicateurs qui sont en amont de ça, qui sont plus des indicateurs qui vont créer le résultat. Donc, parce que si on regardait juste, par exemple, les indicateurs financiers, bien, finalement, on ne peut pas gérer une compagnie juste en regardant les indicateurs financiers. Il faut regarder aussi nos indicateurs du côté du service client, nos indicateurs de processus à l'interne. Est-ce qu'on est efficace dans nos processus à l'interne? Parce que c'est trop tard quand on regarde juste nos finances. Donc, les indicateurs, ça nous permet de réagir au bon moment, dans le fond, quand on est en processus de gérer une compagnie. Donc, ça nous donne c'est des flags qui se lèvent ou qui ne se lèvent pas, dépendamment de si ça nous identifie les problèmes. Puis l'amélioration continue, bien, c'est vraiment ça. C'est de faire ressortir les problèmes, puis de prendre des actions ou de faire des projets pour les éliminer. Donc, là, je vois que le temps nous a malheureusement file. Je sais qu'il y a d'autres questions qu'on ne va pas avoir la chance de répondre. Je vous invite à contacter soit nous autres STIC, ACPE ou même EBM, là, s'ils voudraient, là, pour le reste des questions. Écoutez, je vais être obligé de... Oui, vas-y, Stéphane. Je veux dire, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Excellent.
Ben, écoutez, là-dessus, je vais remercier tous les participants d'être là aujourd'hui, encore une fois. Vous allez recevoir un petit sondage à la fin du webinaire. Je vous prie de prendre quelques minutes pour y répondre. Tu sais, ça va nous aider à nous améliorer pour les prochains webinaires. Aussi, bon, je vois qu'il y a eu quelques questions par rapport à la démarche Podium Transport. Ils voient un peu les bénéfices. Fait que ceux qui sont dans le domaine du chaîne d'approvisionnement de transport terrestre des fournisseurs, bien, qui viennent nous contacter. Ça va nous faire plaisir de les embarquer dans ce programme-là s'ils sont bien sûr éligibles et qu'ils puissent bénéficier de la démarche que BM Lazare ont eue ou d'autres s'il le faut. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup encore une fois et au prochain webinaire. Plaisir, Christian, merci. Merci Stéphane, merci Patrick. Au revoir.